Bonsoir à tous. Merci d'être restés après les pizzas. Je me présente rapidement, je m'appelle Bruce, je travaille chez Datadog. Datadog, pour ceux qui ne connaissent pas, plateforme SaaS de monitoring, c'est bien de votre infra, de vos applis, sur la performance, la sécu, aussi une partie shift left avec du dev, de la compliance de sécu, enfin beaucoup de choses en termes de monitoring. Euh, je fais aussi partie de l'équipe du Paris Job, comme Jean-Christophe avant moi, et comme quelques-uns présents dans la salle aussi. Et j'ai pas mal de contributions du côté vie privée et sécurité, notamment je développe un bloqueur de publicité sur Android, pour les plus curieux, donc voilà. Mais si je suis là aujourd'hui, ce soir, c'est pas pour vous parler de Java, j'aurais bien aimé, mais ça va être pour vous parler de clavier, DIY et ergonomie. Euh, Avant de commencer, j'aimerais vous demander, qui s'est dit en arrivant dans une nouvelle coloc, franchement, il a vu cette literie-là, il s'est dit, bon, franchement, c'est pas si mal, il y a 4 pieds, une literie, ouais, ça fait le boulot, non? Je veux dire, puis une fois qu'on est dedans, ça marche, quoi. Non, je veux dire, personne fait ça. Enfin, on sait qu'on va y passer des heures, que c'est important pour la santé, c'est important pour le moral, je veux dire, c'est clair, quoi. Pas d'hésitation. Pourtant, je veux dire, sur mes 10 premières années de vie professionnelle, j'ai eu des collègues qui s'infligeaient ça, quoi. J'arrivais, ils avaient un open space, ils avaient leur workstation, il y avait ça, ils le prenaient. Et pourtant, on sait qu'on va passer des heures dessus, tout le monde l'a utilisé, il est dégueulasse. Et l'ergonomie, franchement, elle est pas ouf, quoi. Euh, Moi, j'ai commencé à m'intéresser au clavier il y a à peu près 15 ans de ça, quand j'ai terminé l'école d'ingé. Principalement parce que j'avais des douleurs. J'avais des douleurs dans les doigts, j'avais des douleurs dans les poignets. Ça commençait à devenir de plus en plus préoccupant, parce que je voulais que l'informatique devienne mon métier, donc tant qu'à faire, je n'avais pas envie d'avoir de TMS en commençant. Et je voyais parmi mes camarades de classe, il y en avait un qui avait l'air à peu près serein comparativement aux autres. Voilà, je veux dire, il programmait et ça se passait bien, il n'était pas énervé sur son clavier, excité comme moi, il cassait pas un clavier tous les ans sur son PC portable. Je suis allé le voir, il m'a dit, mais du coup, pourquoi tu codes pas en Bepo? Truc tout con, je connaissais pas du tout. Bepo, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait partie des layouts alternatifs. Alors, il y en a plein. Dvorak, Colmac, Bepo notamment. L'idée principale de ce genre de layout-là, ça va être de mettre les touches les plus utilisées en français sous les touches de repos. Donc ici, vous allez avoir les voyelles les plus utilisées, ici, les consonnes les plus utilisées. Et globalement, vos doigts sont au repos sur la zone centrale du clavier. Moins de tension. Mine de rien, pour moi, ça a été. J'ai eu beaucoup moins mal. La première raison, c'est que j'arrivais plus à taper avec. Donc, je n'étais pas énervé. Grosso modo, je m'ai mis à peu près un mois à savoir taper correctement avec, parce qu'il n'y a quasiment aucune touche pareille. Et 3 mois pour récupérer ma pleine vitesse de frappe et pour aller au-delà. Est-ce que le Bepo est la meilleure layout? Est-ce que c'est vraiment celui qu'il faut prendre? Je sais pas. Parce qu'il y a Du code en français? Tu tapes du code en français? Euh, à l'époque, mine de rien, j'étais en français. Aujourd'hui, je me reposerai la question. Je suis toujours en dépôt aujourd'hui. Je suis dans un environnement de travail en anglais. J'ai pas changé pour l'instant. L'idée viendrait peut-être, mais pourquoi pas. En fait, pour l'instant, ce qui me fait rester, c'est que les douleurs sont pas revenues. Donc, j'ai pas eu l'envie de changer depuis. Mais je tape encore en AZERTY, en QWERTY, en Bepo. En fait, c'est comme les langues. Quand on apprend un nouveau layout, ça reste assez facile. On a déjà cette mécanique et cette gymnastique d'être capable de changer. Typiquement, sur mon téléphone, c'est de l'AZERTY et ça me gêne pas, quoi. Euh, donc, j'ai changé. Franchement, c'était mieux. Et on peut se dire, d'accord, mais on voit là ton layout, il est vraiment bien différent de ce que j'ai sur mon clavier. Comment ça se passe techniquement? On sait qu'entre mon clavier et mon ordinateur, ça passe par de l'USB. L'USB, globalement, il va définir quel est le type de périphérique qui est connecté à un ordinateur. Ça veut dire que chaque périphérique définit des classes les classes qu'il supporte. Vous allez connaître la classe 8 pour le mass storage, la classe 1 qui sont l'audio, donc vos casques USB. Et la classe 3, c'est l'USB HID pour Human Interface Device, donc ce qui sert à définir tous les périphériques d'interaction avec des humains. Euh, Grosso modo, cette norme-là va aussi définir ce que c'est qu'un clavier
et comment ça marche et comment ça communique à travers USB. Donc on a USB et en dessous on a HID. Ce qui est un clavier d'après la norme USB HID, grosso modo, c'est un périphérique et il y a 103 boutons, ou plus. C'est à peu près tout ce que ça définit. L'ensemble des boutons supportés, il y a une magnifique table avec tous les boutons. Quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il n'y a pas le E accent aigu, qu'il n'y a pas d'autres choses un peu comme ça, un peu particulier. Et la spec dit, dans une note là-haut, fait bon, il y a plein de langages différents, il y a plein de claviers différents, c'est un peu compliqué. Mais grosso modo, si vos claviers pouvaient renvoyer les touches qui ressemblent à peu près à un clavier nord-américain, ça sera très bien. Donc on va pas s'occuper d'où sont les touches ou quoi. Vous renvoyez en fait les keycodes qui sont associés au clavier nord-américain, donc du QWERTY. Et ce qui se passe, c'est qu'en réalité, tous vos claviers renvoient du QWERTY. Et la conversion est faite côté entre la touche et le symbole qui est fait qui est tapé, est faite côté OS via du coup les layouts que vous pouvez changer, AZERTY, QWERTY ou plein d'autres quoi. Pas du tout dans la partie périphérique. Non, pas du tout dans la partie périphérique. Et côté périphérique, du coup, ça parle USB HID et pour ça, ça envoie des reports. Alors, pour savoir, l'USB HID peut faire dans les deux sens, peut très bien renvoyer de l'information pour typiquement vos codes. Est-ce que les majuscules sont activées? Est-ce que tout un tas de statuts qui peuvent redescendre? Mais dans l'autre sens, c'est des reports qui sont à savoir est-ce qu'une touche a été appuyée? Est-ce qu'une touche a été relâchée, maintenue? Est-ce qu'il y a un modifieur? Quelles étaient les touches appuyées? Voilà. Et la conversion, après, l'interprétation est faite du point de vue OS. Savoir que si vous êtes curieux et motivé, vous pouvez créer vos propres layouts. À peu près, il y a des outils pour faire ça dans tous les OS. C'est pas très fun. Ça représente un clavier à 103 touches et vous allez mettre les symboles que vous voulez que ça tape. Ça va faire des DLL derrière ou ce qu'il faut pour que l'OS le comprenne, mais c'est faisable. Donc c'est ouvert, c'est configurable, il n'y a pas de souci. Je vous ai mis MSKLC sur Windows et Ukulele qui est pas par Apple, mais un soft indépendant qui vous permet, encore une fois, de faire votre propre layout. Donc pour le coup, j'étais en Bepo, c'était mieux. J'avais encore quelques douleurs, et notamment principalement sur tout ce qui est touche entrée, backspace, flèche, donc en extension sur la partie droite du clavier. Et c'est là où j'ai décidé de changer carrément de hardware, pour la simple et bonne raison que tout ce qui est sur la partie droite, pavé numérique, flèche entrée, qui se font en extension sur le clavier, j'ai trouvé des claviers ergonomiques qui remettent ça au centre. Pourquoi? Parce qu'au centre, les pouces sont relativement bien musclés, ça les fatigue pas trop d'aller chercher au milieu, et, euh, et beaucoup plus ergonomique. Donc là, techniquement, les flèches se font au pouce, et la partie droite est plus du tout sollicitée comme avant, qui étaient les dernières douleurs qui me restaient. Un point intéressant aussi, c'est qu'on arrive sur des claviers ortholinéaires, c'est-à-dire que historiquement, avec les claviers de machine à écrire, on avait des choses qui se sont staggered, donc en échelle, à savoir que vos doigts, ils montent en diagonale par par rapport à comment se déplacent vos doigts sur le clavier, alors qu'avec des claviers ortholinéaires, on a vraiment les doigts qui vont rester doigts et qui vont monter ou descendre de ligne, quoi. Donc ça retire aussi des contraintes au niveau du clavier. Donc franchement, j'étais assez content, plus de douleur, nouveau layout, nouveau clavier, quelque chose de plus ergonomique. Ça se passait bien. Ça dure à peu près 10 ans. J'en ai eu pas mal. J'en ai eu beaucoup. Pour la bonne raison que dans mon milieu professionnel, je me retrouvais avec un poste de bureautique, un poste de développement, un poste confidentiel, un poste très confidentiel, machin. Et les périphériques ne sont pas partagés, donc j'en ai eu pas mal. En termes de qualité, c'était quand même pas fou, peut-être aussi parce que c'est la sécurité qui les achetait, qui les démontait pour voir s'il n'y avait pas de malware et puis qui me les rendait dans l'état. Mais bon, c'était déjà pas mal, mais arrive un moment, ouais, au bout de 10 ans, j'en ai quand même pas mal soupé et j'ai envie de passer à autre chose. Euh, Non, on arrive déjà. Non, il manque un slide. Oh, il y a une slide. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut savoir aussi qu'il restait un endroit où je pouvais pas les utiliser. Typiquement, voilà le genre d'environnement où j'avais besoin de travailler. Il faut savoir que vous n'allez pas avoir de droit d'admin pour changer votre layout. Vous n'allez pas pouvoir brancher votre clavier acheté sur notre boutique, principalement parce que tous les claviers sont bloqués, hormis celui qui était prévu d'être branché. Euh, mais j'avais pas envie de revenir à mes anciens au clavier de tout le monde et les layouts qui me posaient des problèmes de douleur. Et c'est là où j'ai eu l'idée de mon premier clavier. Et ça, techniquement, ça a été mon premier clavier. Ça peut paraître bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est composé de deux cartes électroniques
une carte Arduino ici, qui va faire de l'émulation USB HID, qui va simplement du coup renvoyer des codes USB HID, et ici une carte USB haute qui sert à accueillir un périphérique USB. Très simplement, je vais lire les codes, les reports USB HID, euh, et je vais aller faire la conversion. Si j'ai appuyé sur le B de Bepo, ça correspond à un A aux ZERTY. Je fais la conversion dans ce niveau-là, et je renvoie après en émulation USB HID quel était le code. Donc j'avais recodé la partie layout, cette fois-ci en hardware. Et sur le fait que j'avais pas le droit de brancher un clavier tierce, faut savoir que l'USB, la déclaration de quel est le périphérique matériel qui est branché, c'est fait sur deux identifiants, Vendor ID, donc le fabricant, et Product ID, le produit, qui sont purement déclaratifs. Donc, ceci est un magnifique clavier HP ou Dell qui va bien, et ça passe sans aucun souci. Donc voilà, techniquement, ça c'était mon premier clavier. Ouais. Entre-temps, à la maison, je suis passé sur quelque chose d'un peu plus ergonomique, que j'avais pas le droit d'avoir au boulot, mais bon, tant pis. On est sur un clavier en deux parties. Pourquoi soulager les épaules? Pouvoir, au lieu d'être vraiment contraint, fermé, ça me permet du coup de bouger, d'être plus à l'aise, de m'écarter. En termes, il y a ce qu'on appelle du taunting. Ici, on a des petites pattes qui permet, au lieu d'avoir un clavier qui est généralement relevé comme ça, qui vient casser un peu les poignets, d'avoir un clavier qui va vraiment avoir la position de vos mains droit, dans la bonne orientation. Bon, repose-poignet parce que là, il est un peu assez haut. C'est top, super confortable, un peu cher. Comptez 350 € à peu près sur ce genre de clavier-là. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça monte assez vite. Et j'ai changé de secteur. J'ai quitté l'aérospatiale défense et je suis arrivé dans la tech. J'ai rejoint Datadog il y a 2 ans. Et pour moi, ça a été l'opportunité de, j'ai plus les contraintes de sécu. Je sais à peu près ce que je veux comme, en termes d'ergonomie, comme clavier. Je veux qu'il soit ortholinéaire, donc les touches en gris. Je veux qu'il soit en deux parties, parce que c'est quand même nettement mieux pour moi, en termes de confort et d'ergonomie. Configurable, j'ai vu que mine de rien, avoir la capacité de reprogrammer quelles étaient les touches sans passer par un layout, c'est quand même vraiment intéressant. L'inclinaison, c'est bien d'un point de vue ergonomique, et tant qu'à faire, je voulais pas que ça me coûte 350 balles. Donc je me suis dit, je vais le faire moi-même. Pourquoi pas? Euh, et partant de là, c'est là où je me suis demandé techniquement comment on fait un clavier. Ça a l'air bête, mais si je reprends la spec, bon, je sais qu'un clavier, c'est 103 boutons. Euh, je sais que de l'autre côté, il faut que j'envoie des codes, des reports USB HID. 103 boutons, c'est des interrupteurs. Je dois pouvoir lire leurs états. Je veux dire, je vais envoyer un courant d'un côté. Je vais avoir 103 sorties. Je vais lire si j'ai la tension, à savoir, donc, cours de techno du collège. Ouais, collège. Vraiment très simple. L'interrupteur, s'il est fermé, le courant passe. Je vais aller lire les 103 états derrière mes 103 interrupteurs et globalement, j'ai renvoyé le code qui va bien avec la librairie que je connais en Arduino, donc ça devrait le faire. Seulement, j'ai regardé ma carte, j'ai pas 103 entrées. Donc ça marche pas. Par contre, lire 103 états différents, qui fait un peu d'informatique, je me dis, techniquement, 103 booléens, j'ai pas besoin de 7 bits pour ça. Donc si je commence à faire un encodage binaire, et tant qu'à faire, donc 103, ça tient sur 2 puissance 7, on est bien. J'ai juste besoin de 7 bits de sortie. Tant qu'à faire, je vais aller encoder euh, comment on appelle ça? Quand les touches appuyées, je vais allumer les bons bits pour avoir le code binaire correspondant à la spec. Est-ce que j'ai des exemples? Ouais, typiquement, la touche W, je sais que c'est un A d'après la spec, ce qui fait 26. Ma petite décomposition binaire, je sais que ça va être les bits de sortie 1, 3 et 4 qui doivent s'allumer. Donc ce que j'ai fait pour ça, tout simplement, j'ai ma touche. Ici, j'ai une magnifique diode. Deuxième cours d'électronique. La diode, ça permet d'éviter que le courant remonte. Pourquoi? Typiquement, quand j'injecte du courant ici, là c'est fermé, je rentre. Je veux pas que ça vienne remonter sur la ligne de Q et que ça se balade. Et au final, ça va m'allumer tout le circuit et tous mes bits de sortie. Donc là, ici, je vois que j'appuie sur Q. Je vais aller lire où est-ce que j'ai une tension en sortie. J'ai ma valeur et cette valeur-là, je peux l'envoyer par USB HID et normalement, top, ça se passe bien. Qui voit le problème avec ça? Alors, beaucoup de diodes.
Le problème avec ça, c'est que je peux pas appuyer sur deux touches en même temps. Parce que là, j'ai un encodage binaire, donc au final, je peux savoir quand est-ce que j'appuie sur une touche et avoir le code en question. Mais si j'appuie, imaginons, sur Q et W en même temps, ça va m'allumer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ce qui fait 30. Un E. Un E, ça correspond à la touche 1 qui est au-dessus sur la ligne et qui ne correspond pas du tout à Q plus W. Donc pour le coup, ça marche bien, mais je ne peux pas faire deux touches en même temps. Ça, c'est le type de schéma électronique des claviers à l'origine de leur conception, où vraiment on ne pouvait pas appuyer sur deux touches en même temps. Les claviers les plus avancés avaient carrément une partie mécanique qui vous empêchait d'appuyer sur deux touches en même temps. Les moins bons, juste plantés. Mais bon, c'était le design original. Et on se rend compte que, en fait, ça marcherait bien, mais j'ai juste pas envie d'être capable d'injecter du courant sur les deux lignes en même temps. Si j'étais capable d'injecter d'abord une ligne, lire, et puis d'abord l'autre ligne après, et lire ce que j'ai en sortie, ça serait top. Et c'est les designs modernes des claviers aujourd'hui, à savoir les metric scanning. Le schéma électronique, cette fois-ci, c'est on va avoir une matrice ligne-colonne, et à chaque intersection de ligne et de colonne, on va avoir une touche représentée par un interrupteur. Et ce qui va se passer, c'est que je vais faire un scanning, donc je vais alimenter ligne par ligne le scan, et à chaque fois, je vais lire le résultat de quand est-ce que je vois du courant sur ma colonne. Si jamais j'ai du courant, quand j'allume une ligne, j'ai du courant sur ma colonne, ça veut dire qu'à l'intersection, cette touche-là est appuyée. Comment ça se passe? Ici, j'appuie sur Q, j'injecte du courant dans R. Si j'ai du courant dans C0, alors on sait que Q est vu. J'injecte dans R1, j'ai du courant nulle part. J'ai pas de touche détectée sur cette ligne-là. Si j'allume Q et W, j'injecte du courant dans première ligne. Je vais lire du courant sur les deux colonnes. Je détecte deux touches. Top. Et ça, techniquement, je peux le faire sur plein de touches en même temps. Et c'est donc du coup ce qu'on appelle le schéma matrix scanning qui est aujourd'hui dans les claviers modernes, quoi. Mais encore une fois, qui voit le problème avec ça? Plus de deux touches. Ouais, on va arriver sur un autre problème, alors qui n'est pas ce qu'on appelle le key rollover, donc une limitation du nombre de touches sur lesquelles peut appuyer, mais qui est sur un problème de ghosting, euh, à savoir, si j'appuie sur Q, sur 1 et sur S, et que j'injecte du courant dans la première ligne, le courant descend dans C0, donc on sait que Q est appuyé, mais le courant va aussi arriver dans R1, comme A est appuyé. Si S est appuyé, je vais avoir aussi du courant dans C1. Si j'ai du courant dans C1 alors que j'allume dans C0, techniquement, ça m'a dit que W est appuyé, ce qui n'est pas le cas. Et donc le ghosting fait que on a des touches fantômes qui apparaissent. Pour corriger ça, on réintroduit simplement les diodes qu'on avait sur les mécanismes d'avant, qui évitent que le courant puisse se balader partout. Euh, et donc avec cette électronique-là, techniquement, vous allez pouvoir supporter autant de touches que vous voulez. Euh, et grosso modo, en termes de pins, c'est pas trop mal. 103 touches, il me faut à peu près une matrice de 10 par 11, 21 pins. Ça reste acceptable sur ma carte électronique. Euh, Techniquement, comment ça se réalise? Deux façons de le faire. Le câblage à la main, donc là vous allez voir les interrupteurs. Vous voyez très bien le câblage ligne et colonne. Ce qui est sympa, c'est que sur cette réalisation-là, c'est pas le mien celui-là. Sur cette réalisation-là, ils ont mis les lignes de couleurs différentes, donc on voit assez bien. On peut voir aussi les diodes ici, donc ces petits composants-là qui évitent que le courant remonte et vienne se balader et qu'on ait les problèmes de ghosting. L'autre solution pour réaliser le câblage, c'est cette fois-ci pas de faire un câblage à la main, mais de passer par du PCB, donc des circuits imprimés. Ce que j'ai choisi de faire, moi, j'ai voulu reproduire quelque chose que j'avais du coup sur mon Ergodox, donc le clavier noir que je vous ai montré en deux parties. Ce PCB-là, alors l'Ergodox, il faut savoir, c'est un projet open source, donc on trouve pas mal on trouve le design à la fois du circuit électronique, mais aussi de la coque et des choses comme ça. Ça, c'est une variante de l'Ergodox avec juste un peu moins de touches. J'en voulais un peu plus petit, notamment toute cette zone-là est plus petite, à pas 6 ou 8 touches, mais plus que 4, donc la zone sous le pouce. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de trous et de contacts que ceux auxquels on pourrait penser. Je vais expliquer pourquoi. Techniquement, un interrupteur, c'est juste deux points de contact et une diode de points de contact, alors que là, on se rend compte on en a beaucoup plus.
Donc parmi ces deux façons de faire, grosso modo, le câblage à la main, ce qui est top, c'est que ça coûte rien, il faut juste un câble et des diodes. Et en termes de prix, c'est rien. Ce qui est sympa aussi, c'est dès l'instant où vous voulez refaire un clavier d'une forme différente que juste quelque chose de plat et de carré et de simple, si jamais vous voulez euh, arrondi ou incurvé, il y a des claviers dans lesquels les mains rentrent vraiment et qui sont complètement creusés. Euh, Faire du hand-wired, c'est ce qu'il y a de plus simple, parce que des PCB, même des PCB flexibles, ça va être très compliqué de faire des formes un peu exotiques qui correspondent à votre ergonomie, mais ça va être compliqué. L'avantage du circuit imprimé, par contre, ça va vous donner une certaine structure, parce que, mine de rien, ça vous fait une plaque entière et contiguë, solide, sur laquelle commencer à assembler vos composants. Et surtout, ça vous permet quelque chose d'assez intéressant et que personnellement je recommande, c'est l'utilisation de sockets. À savoir que plutôt que de souder directement les interrupteurs, donc les switches sur votre clavier, souder ce socket va vous permettre de les changer. Pourquoi? En termes de switch, il y en a énormément. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais ceux qui s'intéressent un peu au clavier vous diront, enfin, il y a des guerres de religion sur quels sont les meilleurs interrupteurs. Grosso modo, sur les switches mécaniques, on a trois types. Le linéaire, vous appuyez dessus de façon... Voilà, c'est ce que vous pouvez attendre d'un bouton, hein. Vous appuyez dessus, ça reste simple. Le tactile, vous appuyez dessus, mais vous allez avoir un retour tactile, un retour physique de quand la touche s'active. Vous allez sentir le point d'activation au moment où ça fait contact. Vous allez sentir une légère résistance qui vous dit effectivement quand vous avez appuyé sur la touche, elle s'est activée. Alors que le linéaire, non, vous appuyez dedans et peu importe, vous n'avez pas ce ressenti. Et clicky, c'est comme le tactile, sauf que ça fait un bruit qui énerve vos collègues, juste au moment où passez ce léger point où la touche s'active. Euh, en termes de profil, vous allez avoir du full size pour des claviers de taille normale, du low profile pour des claviers plus fins, style vraiment Mac. Je vais montrer des photos aussi. Mais après, il n'y a pas que les switches mécaniques, vous allez avoir du switch optique. Donc là, c'est un faisceau lumineux. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, ça coupe le faisceau, c'est détecté. Des switches magnétiques, différentes forces pour activer, etc. Vous avez énormément de switches possibles, à vous de trouver ce qui vous intéresse là. Pour moi, ça n'a jamais été vraiment une question d'ergonomie, mais plus de précision de frappe. C'est vraiment un ressenti sur le clavier. Alors, comparativement à mes claviers Dell, HP que j'ai montré au début, ce qu'on avait, qui sont des claviers à membrane, hein. C'est un bout de plastique qui est écrasé, et quand on appuie sur la touche, le confort est incomparable, c'est sûr. Mais non, c'est plus des questions ouais, vraiment de pression de frappe et de ressenti dès qu'on va accélérer la vitesse de frappe, quoi. Et donc, ce qui est top avec les sockets, donc ça représente ça, hein, c'est au lieu d'aller venir souder les deux pattes des switches, donc ça c'est un low profile qui est plus fin et ça c'est du coup un full size, hein, ce que vous avez sur des claviers mécaniques standards. Au lieu d'aller souder ces deux pattes-là et après vous êtes coincé au moment de vouloir le changer, parce que 103 touches, ça fait 206 points de contact à dessouder, c'est jamais agréable. Vous allez souder ces parties-ci et vous pouvez juste avec une pince retirer la touche et retirer le switch et le changer pour en tester d'autres, pour faire la maintenance ou peu importe. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un gain en termes de praticité, quoi. Ouais. Donc on a vu d'un côté l'électronique, j'ai besoin de 103 touches. De l'autre côté, que je sais que j'ai besoin d'envoyer des codes HID. On a vu comment câbler ces touches, comment voir lesquelles étaient allumées et lire du coup quels étaient les inputs. Et donc c'est maintenant où il faut que j'envoie, où il faut que je parle USB HID sur la prise. J'aurais pu faire, dans le cas de mon clavier, reprendre le projet que j'avais déjà, à savoir à base d'Arduino, donc prendre une carte qui est compatible avec l'émulation USB HID. Il y a principalement deux cartes chez Arduino, la micro et la nano, qui sont capables de faire ça très bien. Ils fournissent aussi des bibliothèques associées, notamment Keyboard, où ça va être vraiment très simple. Vous allez lire telle touche, et bah vraiment, telle touche est appuyée avec tel modifieur. Envoie-moi ce rapport-là. Ça marche bien. C'est un peu... on s'ennuie un peu à faire ça. Honnêtement, il va falloir gérer, aller lire, parce qu'il va falloir coder le matrix scan, donc injecter du courant ligne par ligne, lire les colonnes, maintenir les états de quelle était la touche, est-ce qu'elle était appuyée, oui, et maintenant si elle est plus appuyée, du coup ça veut dire que j'envoie relâcher et que je me souvienne des modifieurs qui sont appuyés. Bon, ça se fait, c'est un code un peu rébarbatif, mais ça se fait, quoi.
Ce qui est marrant, c'est que vous allez apprendre pas mal d'un point de vue hardware et normes USB. Ça reste sympa pour démarrer. L'autre solution, ça va être de passer sur un firmware complètement dédié. Qui connaît QMK? Ouais. Donc, Quantum Mechanical Keyboard, qui est un des firmware open source de clavier les plus populaires, c'est complété avec énormément de microcontrôleurs. Donc, vous n'allez pas être limité à de l'Arduino, mais plein d'autres boards. C'est gratuit open source. Il faut savoir que globalement, ça fait tourner la majorité des claviers commerciaux. Derrière, c'est du QMK, parce que franchement, ça marche très bien et la qualité du code et du support est vraiment top. Il y a énormément de features. Moi, comme on a vu, j'ai fait un clavier en deux parties. Il faut savoir qu'il va falloir faire parler les deux parties entre elles. Donc, typiquement, la synchro via un bus série, c'est des choses qui sont déjà supportées. Il y a plein d'autres options supportées aussi. Enfin, c'est top si on veut aller au-delà et plus loin. Et vous allez toujours apprendre vraiment beaucoup. C'est du code C, C++. Vous pouvez complètement mettre la main dedans. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il y a vraiment une grosse doc dessus. Mais si vous avez envie de changer complètement un comportement, vous pouvez repartir de QMK et vraiment travailler dessus, quoi. Donc moi, pour mon clavier, je suis parti là-dessus. Comment ça se passe pour faire un firmware via QMK? Ce qui est vraiment agréable, c'est que QMK fournit une toolbox qui contient une ligne de commande et une toolchain, principalement pour faire de la cross-compile pour vos microcontrôleurs. Et ça, ils le fournissent pour Windows, Linux et Mac. Donc ce qui est vraiment top, c'est que ça vient déjà bundle et en termes d'impact sur votre environnement de dev, quand vous avez déjà d'autres toolchains, c'est vraiment bien. Pour démarrer, alors ça c'est vraiment quand vous créez votre propre clavier, à savoir un hardware custom, mais sinon vous pouvez réutiliser, si vous construisez un clavier depuis un kit par exemple, vous pouvez déjà réutiliser une des configs de clavier qui existent par rapport à ce kit. Il y a énormément de, de kits de clavier que vous allez trouver ou choses comme ça qui sont déjà supportés par QMK, donc qui supportent beaucoup de boards, beaucoup de claviers. Moi, j'en ai créé un de base. J'ai créé la keymap aussi, qui est. Donc, keyboard, ça va être définition du hardware. Keymap, ça va être définition. On peut voir ça comme le layout, mais ça va un peu plus loin. Je vais montrer un peu à quoi correspondent ces fichiers de conf, mais du coup, c'est la définition de votre hardware et c'est la définition de la keymap. Le build en cross-compile et le flash. Donc, généralement, la toolchain vient aussi avec les drivers de votre plateforme pour parler au bootloader de votre carte. Donc, vraiment, tout est déjà bundle pour travailler avec. Si vous êtes fainéant, ils ont un configurateur en ligne. Pour la majorité des boards qu'ils supportent, vous pouvez juste sélectionner la board que vous voulez, refaire le layout qui vous intéresse, donc l'affectation des touches, des features. Ça compile online et ça flash via web USB. Donc là, on est vraiment sur un zéro setup sur la machine et tout se fait via le navigateur, quoi. C'est vraiment très. Le projet est vraiment très avancé. C'est top d'avoir ce niveau-là de finition, quoi. Et sinon, si vous le faites à la main, grosso modo, à quoi ressemblent les fichiers de config? Bah là, on va retrouver des informations dont je vous avais parlé. Donc ça sert à définir la board. On va avoir typiquement vendor ID et product ID pour dire c'est la marque qui vous plaît, hein, tant qu'à faire, amusez-vous. Tout un tas de features. Bah, moi, ce qui va m'intéresser, je vais avoir le fait que ce soit un clavier en deux parties. Je vais avoir l'Unky Hero, du coup, qui est la gestion du nombre illimité de touches appuyées, l'émulation de la souris, enfin énormément de features dispo. Cette partie-là, c'est plutôt du déclaratif. Ça va représenter l'aspect physique de votre clavier, où sont les touches. Pourquoi on l'a vu sur le configurateur? En fait, c'est ce qui va être lu pour dire bah, vous avez tant de touches, elles sont positionnées comme ça, donc vous pouvez représenter à peu près votre clavier, afficher ça sur partie configurateur en ligne. Toujours configuration du hardware. Matrix pin, ça correspond aux lignes et colonnes qu'on a vues dans le matrix scanning. Donc les pins de votre board sur lesquels qui sont reliés à vos colonnes de votre matrix. Euh, Diode direction, ça dépend du sens dans lequel vous montez vos diodes, savoir si vous injectez du courant par les lignes ou par les colonnes, et du coup vous allez lire l'une ou l'autre. Bon, sur quel pin j'ai mis le bus série, voilà, des choses comme ça. Et là, juste avec ces quelques fichiers de conf qui viennent déjà plus ou moins pré-remplis, vous allez pouvoir customiser le hardware
pour qu'il tourne sur votre board et sur votre électronique spécifique, quoi. Euh, non, question ou... Ça va. Et ouais, pour l'instant, j'étais parti sur, à la base sur une Arduino Pro Micro qui marchait, qui marche très bien, quoi. Et donc, du coup, j'ai le support de. Le projet me donne le compilateur qui va bien, le support du bootloader, de la Pro Micro, etc. Ça, c'est la partie keymap, à savoir du coup quelle touche je vais mettre. Alors, on a un magnifique ASCII art de ce qui ressemble un peu à mon clavier, à savoir quelle touche je vais mettre, donc quel keycode envoyé par USB je vais mettre sous quelle touche. On peut aussi définir des macros et des alias de touches. QMK fonctionne aussi avec un système de layer, à savoir que le jeu de touches qui est présent ici peut changer complètement si peut changer complètement généralement sur un maintien de touche comme ça. Ça sert à quoi? Programmer des raccourcis, gérer des layers différents du style ce qui se passe sous contrôle, sous alt, mettre des raccourcis d'éditeur. Vous pouvez vraiment reprogrammer. Autant vous allez avoir un layout de base avec de l'AZERTY, autant vous pouvez avoir un layer entier avec des raccourcis IntelliJ par exemple, quoi. Liés, je sais pas moi, à du refactoring, à des choses comme ça, de la navigation de code. Euh, donc il y a vraiment cet aspect de je vais changer d'un coup toutes les touches qui sont assignées à mon clavier sur des modifieurs, sur des combos de touches, choses comme ça, quoi. Donc ça, pareil, c'est du C, ça se customise parfaitement et encore une fois, ça vous permet de coder ce qui est le mieux pour votre ergonomie, quoi. En parallèle, du coup, j'ai continué à le réaliser d'un point de vue un peu plus physique. Donc là, on voyait le PCB d'origine sur lesquels sont montés. Ah, c'est dur à voir, mais ici, on a les sockets qui permettent de monter les switches sans les souder. On va avoir les diodes là, le microcontrôleur qui est monté aussi sur des sockets, parce que mine de rien, c'est désagréable à dessouder 20 pins en même temps pour réussir à le sortir et sans brûler la carte. On a d'autres composants. Les deux communiquent via un port jack. Donc c'est un bus série sur un câble jack. Pourquoi pas? C'est ce qui coûte moins cher en termes de composants, en termes de connecteurs. Et en parallèle, j'ai commencé la partie boîtier. Moi, j'ai une imprimante 3D à la maison, mais pas du tout obligé d'en avoir une pour réaliser votre clavier. Le bois, ça marche bien. L'acrylique, ça marche bien aussi. De la découpe laser, ça se trouve assez bien. J'ai des collègues au bureau qui l'ont fait en bois. C'est-à-dire que le fond, c'est une planche de bois et le contour, c'est des caplas qu'ils ont collés. Les caplas, les jouets là, pour les enfants. Ouais. Voilà, c'est du bois pas cher qu'ils ont dû acheter sur le bon coin et récupérer. Et ça marche très bien. Puis ils ont découpé sans vergogne, quoi. Moi, je suis parti sur imprimante, ouais, bon, imprimante 3D parce que c'est ce que j'avais sous la main et ça m'a permis d'itérer aussi. On va voir ça. Donc, au fur et à mesure, ça s'assemble. J'ai une partie du boîtier au-dessus, une partie du boîtier en dessous et le PCB vraiment au milieu. En termes de structure, ça bouge pas. Euh, et ça marchait plutôt bien. Mine de rien, avant de trouver la bonne inclinaison, le bon volume, le bon placement de mes mains, le bon repos, j'ai quand même fait pas mal d'itérations. Il faut savoir qu'en termes d'impression 3D, ça a l'air sympa, hein. Mais une pièce blanche comme ça, c'est 7 heures à imprimer. Donc quand on se trompe, bon, enfin, c'est sympa, mais moyen. Ça peut-être 5 heures, un repose-poignet ici. Ouais, bah, enfin, ça prend un peu de temps. Mais ce qui est top, c'est que les outils de modélisation 3D, moi je suis sur Fusion 360, donc de la CAO industrielle, c'est gratuit pour les projets non commerciaux, donc ça vous permet vraiment d'itérer et de jouer avec. Moi je connaissais pas au début, je m'y suis mis et franchement ça se fait bien. Bon, il y a plus agréable, mais ça se fait bien. Donc ouais, différentes itérations pour trouver la bonne forme, la bonne inclinaison, tester les repousse-poignets. J'ai aussi voulu intégrer des aimants pour que l'attache entre le corps du clavier et le repousse-poignet soit magnétique. Donc, pareil, comment trouver les mettre, arrêter l'impression pour le mettre au milieu de la matière ou des choses comme ça. Et ouais, je me suis plutôt bien amusé. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je me dis, ah, il manque deux, trois trucs. Typiquement, il manquait un feedback. Sur votre clavier, généralement, on a des petites diodes qui servent à vous dire est-ce que vous êtes en majuscule, est-ce que... QMK, on a vu, il y a des systèmes de layers. Donc, ça veut dire que je vais changer complètement mes touches, mais j'ai aucun feedback sur où est-ce qu'on met, sont mes layers. Donc je me dis, ah, je mettrais bien des diodes. Je n'avais pas pensé d'en acheter.
Par contre, j'avais des rubans RGB. Je dis, ah, bah, pourquoi pas? C'est comme des diodes, mais en plus sympa parce que je peux les adresser une par une, couleur par couleur. Et le firmware, il est en C++. Il y a des drivers pour, donc pourquoi pas. Je l'ai fait évoluer du coup pour avoir du feedback via un ruban RGB qui me permettent du coup, je peux déclarer des régions qui vont s'allumer différentes couleurs en fonction des layers, etc. Enfin vraiment, la seule limite, ça va être votre capacité en C++ et votre capacité à lire la doc de QMK, mais vous pouvez faire énormément de choses avec, quoi. Euh, Et globalement, au fur et à mesure des itérations, autant ça c'était le design de base open source, autant ça c'est ce à quoi je suis arrivé après, donc avec on voit que c'est pas la même hauteur, donc la bonne inclinaison qui m'intéressait, les reposes poignets, ils sont magnétiques, j'ai mes layers, mes dispositions de touches, tout est câblé, franchement, j'étais content, ça marchait bien, j'arrivais à peu près à tout ce que je voulais, donc c'est savoir euh, ortholinéaire, split, etc. J'étais une phase où ouais, je me disais, ah, je fais l'autre partie et j'ai fini. Mhm. Jusqu'à ce que je me rende compte que il y a un nouveau microcontrôleur qui est plutôt sympa. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je jette un coup d'œil? Ce nouveau microcontrôleur, il a, pour bien faire, la même forme que mon Pro Micro, la carte Arduino que j'avais. Par contre, alors le RP 2040, c'est fait par la fondation Raspberry Pi et c'est le modèle du coup 2040. En termes de perfo, on est sur du 8 fois plus puissant, 500 fois plus de mémoire. Donc, par contre, il ne tourne pas en 5 watts, mais en 3,3. Donc, il a fallu travailler un peu la partie électronique. Mais ça me permet de gérer d'avoir un firmware beaucoup plus gros, donc plus de features. Il est plus puissant, ça m'a permis aussi d'avoir plus de bus. J'avais un bus série pour communiquer entre les deux et fallait pas plus. Mais là, je me dis, ah, je vais pouvoir mettre des trucs plus sympas que juste des interrupteurs et un port série. Mais il va peut-être y avoir un peu de boulot. Donc au final, c'est ce que j'ai fait, je suis parti là-dessus. Il faut savoir qu'une carte Arduino, ça va être dans les 12-14 euros. Ça vaut 4 euros. Et c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. L'Arduino, vous coupez peut-être quand même quelques features dans QMK pour que le firmware rentre. Là, vous mettez tout sans hésiter, quoi. Euh, Donc mine de rien, je suis reparti, j'ai changé de microcontrôleur. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec un port en plus? Avec des capacités en plus, je peux mettre un bus I2C. J'ai mis un écran OLED, je me suis dit, pourquoi pas? Je veux dire, j'ai du CPU à cramer, je vais faire des animations sur un écran. C'était fun. L'inconvénient, c'est qu'il a fallu que je reporte QMK sur cette carte-là, ce qui n'était pas trop fait. Donc ça veut dire redéfinir la board, le support du bootloader, le support du driver série, du driver I2C, la définition des nouveaux pins parce que c'est pas les mêmes. Enfin bon. L'architecture, ça compliquait plutôt bien, donc ça, j'avais pas trop de soucis. Mais ouais, non, il y a un peu de boulot, c'est pour vraiment qui veut s'amuser. C'était assez fun. Est-ce qu'il y a une JVM dedans? Non, il n'y a pas de JVM dedans, mais JMC, Java Mobile ou Java Card Edition, peut-être il y a moyen de faire quelque chose. Euh, Donc ouais, non, clairement c'était peut-être la partie scope creep qui fait peut-être aller un peu trop loin. Mais voilà, c'est faisable et honnêtement, c'est aussi une question de s'amuser et de se faire plaisir avec. Donc en termes de design, je suis arrivé avec une partie au centre où j'ai mis un clavier où je peux avoir du feedback, le rétroéclairage, j'ai retravaillé, etc. Et ouais, top. Franchement, ça remplissait pleinement mon envie de refaire un clavier. Euh, Si je résume un peu par rapport à mes contraintes, j'obtiens un clavier ortholinéaire qui est en deux parties, qui a la bonne inclinaison qui me plaît, qui est programmable. On a vu la partie keymap du coup en C++, où je peux définir en gros quel symbole je vais mettre sous quelle touche, et layer, etc. Il faut savoir avec le surplus de RAM que j'avais, je peux activer le support de VIA. VIA, ça va être plus ou moins une norme dans les firmwares de clavier qui vous permet via leur site, ça va être usevia.org ou .com, peu importe. Vous branchez votre clavier. Le clavier, il envoie, pareil, web USB, euh, toute sa conf. Donc vous allez retrouver la keymap. Vous pouvez l'éditer et la reflasher sur vos claviers sans repasser par la compile C++, quoi. Donc top aussi sur la partie programmable.
Et en termes de prix, bah, le plus cher, on a bah, les PCB, parce que c'est vraiment des trucs que je peux pas. Alors j'aurais pu m'en passer, mais bon, c'est un. Comment dire? C'est quand même un. Pour moi, c'était un plus pour pouvoir avoir des sockets, pour pouvoir changer les switches, pour pouvoir des choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup de commandes qui sont faites, c'était des petits projets, donc ouais, ok, il y a un petit coût. Les microcontrôleurs, 4 euros plus les frais de port chacun, franchement, ça coûte rien. L'électronique, il y a quand même pas mal de pièces, que ce soit les diodes, les connecteurs jack, les câbles USB, le câble audio, les écrans OLED. Un écran OLED, ça vaut 3-4, pareil, 3-4 euros. Euh, Ça vaut rien. Les sockets, on peut faire sans, je recommande pas. Être capable de changer son microcontrôleur quand il grille ou quand la prise USB casse, c'est quand même agréable. Sachant que ça casse, surtout des microcontrôleurs à 3-4 $. Euh, les switches, important, c'est pas de switch, pas de clavier. Et les keycaps, pareil, qui coûtent rien en termes de plastique. Et grosso modo, ouais, j'arrive à peu près à un tiers du prix de celui que j'avais à la maison pour à peu près la même ergonomie, la même capacité, quoi. Donc voilà, j'arrive au final, j'arrive à ce modèle-là, qui me convient parfaitement. Et c'était, voilà. Est-ce que c'est la fin en termes d'ajout de fonctionnalités, développement dessus? Je sais pas. Pour vous, j'espère que ce sera peut-être le début, que ça vous a donné envie de jouer, d'expérimenter. C'est des projets qui sont pas très compliqués d'un point de vue connaissance en électronique, d'un point de vue matériel électronique nécessaire. Un fer à souder, le mien, il doit coûter 15 euros. Euh, et techniquement, il n'y a vraiment besoin de rien d'autre. Soit partir d'un kit à assembler soi-même, soit bah, partir complètement dans de la CAO, faire son propre design, faire sa propre électronique, pareil. Faire du handwire, donc du câble les mains aussi. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui sont faisables. C'est un objet, un projet que vous allez utiliser au quotidien. Donc, franchement, autant se faire plaisir. Si ça vous amuse, hein, autant se faire plaisir dessus. C'est le genre de truc un peu sympa que bah, vous garderez et aurez tous les jours sous les yeux. Donc, si vous avez des questions. Ouais, merci beaucoup. Euh, Peut-être une question, simplement, t'estimes à combien de temps? Avant ou après que je change de microcontrôleur? Euh, En vrai, alors, si tu prends un kit, savoir, on va dire, tu as un PCB qui arrive et tu as déjà, je vais dire, tu vois, entre guillemets, des planches d'acrylique ou des choses comme ça, et tu l'assembles juste et tu joues un peu sur la partie électronique. L'assemblage, on va dire, tu en as pour allez, 2-3 heures en fonction de ta capacité à souder 400 points. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait une touche, tu en fais 100 et voilà, y a pas de grande surprise. La partie firmware, en vrai, ça se fait bien. Si tu commences à mettre les mains dans le cambouis, à savoir comment marchent les drivers, comment marche la cross compile, comment marche, quelles sont toutes les features qu'il y a derrière, et que tu regardes un peu la doc, là, tu peux engouffrer pas mal de temps. Moi, perso, j'ai pas compté, mais d'un point de vue, d'un point de vue calendaire, j'en ai pour plusieurs mois, principalement parce que j'imprime pas en 3D tous les jours, principalement les week-ends. Et ouais, beaucoup d'itérations sur la partie vraiment design et ergonomie qui m'ont pris des semaines. Mais, euh, mais non, ouais. Sur un kit, tu peux commencer en un week-end, tu peux te faire plaisir et t'as ton clavier pour jouer. Et les kits de clavier valent pas si cher que ça, quoi. Sur la partie Switch, donc vraiment, même si tu veux en tester plusieurs, sur la partie Switch, tu vas la réutiliser, keycap, tu vas la réutiliser, etc. Juste vraiment le PCB et la coque, t'en as pour quelques dizaines de dollars et en un week-end, tu l'as monté et tu peux jouer avec, tu vois. Et si tu veux te faire plaisir, tu mets. Ouais, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question sur le PCB, il y avait plein de petits trous. Ouais. Et pourquoi il y a autant de petits trous? Alors pourquoi il y a autant de petits trous? Alors pour pas mal de raisons. Est-ce que je peux remonter? Parce que du coup, tu n'en as besoin que deux pour la socket et deux pour la pile, Ouais. c'est ça? En fait, tu vas en avoir deux pour la socket, mais
Si tu mets pas de socket, c'est pas les mêmes trous. Les switches sont montés dans l'autre sens. Ça va être ces connecteurs-là. Parce que comme c'est pas les mêmes pattes, au final, tu peux pas avoir au même endroit où tu soudes les sockets et où tu soudes les connecteurs du switch. Donc ils sont montés à l'envers. Ils doivent supporter aussi plusieurs types de switch. Ils n'ont pas tous la même empreinte. Euh, Tu peux en voir, tu vois, des plus serrés ou des plus larges. Et au final, tu as les pareils plus serrés ou plus larges sur les sockets de l'autre côté, quoi. T'as plusieurs types de sockets aussi? Tu vas avoir deux types de sockets, ouais, Ah ouais. pour justement ces deux types de switch. Et donc, ce qui est sympa aussi avec ces boards-là, c'est que bah, du coup, euh, la personne qui l'a fait a déjà éprouvé, connaît déjà le sujet, donc tu t'évites de te planter sur pas mal de sujets. Mais ça peut être fun à tester, hein, pareil. Faire une carte électronique from scratch, moi j'ai pas le courage, ça demande aussi un peu de temps, mais mine de rien, c'est le genre de truc où tu peux t'amuser sur des claviers plus simples. Euh, on a vu que le câblage est relativement simple, c'est ligne colonne, une diode au milieu, et puis bah, tu relis tes 20 points à ta carte électronique qui a une entrée en 5 volts qui vient de l'USB, la masse, puis t'as à peu près fait le travail. Si, si t'es joueur, tu rajoutes ce genre de choses-là, qui est quand même assez pratique, un bouton pour le redémarrer, ou passer un bootloader, parce que quand tu l'as craché, voilà, c'est mieux que le débrancher. Mais ouais, c'est relativement simple à faire aussi, hein, que de faire son propre PCB. Et sur des services d'impression en ligne, ça coûte pas très cher. Même des petites séries, hein. Même deux cartes, c'est pas très cher, quoi. Est-ce que tu as entendu parler de personnes handicapées qui s'étaient fait arracher un doigt et qui seraient intéressées par ce genre d'opération? Euh, Pas personnellement. Après, moi, je traîne pas mal sur le Reddit putain, pardon, Ergomech Keyboard, qui sont principalement des gens qui s'amusent juste à faire des claviers ergonomiques. On trouve beaucoup de cas d'usage différents, notamment bah, des personnes qui vont chercher aussi des claviers qui ont plus qu'une main fonctionnelle et qui vont chercher aussi à faire des claviers vraiment personnalisés. Typiquement, ça permet de résoudre ces problématiques-là parce que on met les touches où on veut, comme on veut, l'assignation, etc. Euh, et ça répond vraiment à une problématique que l'aspect commercial va pas répondre, quoi. Euh, donc ouais, clairement, après un doigt en particulier, je sais pas, mais, euh, mais typiquement, oui, rien ne t'empêcherait si tu as des soucis sur un doigt, bah, d'avoir vraiment une zone sur laquelle tu t'occupes pas complètement et raffecter ça ailleurs. Moi, j'ai d'autres logiciels derrière qui font des heatmaps, en fait, de l'utilisation des touches. C'est-à-dire que quand je travaille, je vais avoir à côté un enregistrement des touches que j'utilise le plus, celles que j'utilise le moins. Est-ce qu'il y en a que j'utilise beaucoup qui sont vraiment dans des zones qui servent pas? Enfin, qui sont loin et sur lesquelles qui me provoquent des tensions. Si oui, bah, je vais réfléchir à où les remettre, ou les retravailler, ou refaire un autre layer. C'est ce genre de choses-là que tu peux faire justement typiquement avec ces firmware parce qu'en fait, ils t'envoient plein de données et tu as déjà plein de logiciels qui existent pour retravailler l'ergonomie, quoi. Comment il s'appelle le logiciel qui traque tes hitmaps? Faudrait que je le retrouve à la maison, mais ah, pardon. La question était comment s'appelle le logiciel qui traque les heatmaps? Je ne l'ai pas mis dans la presse, donc il faudrait que je le regarde. Il est sous Windows par contre, hein, donc faudrait que je retrouve ça. Ouais. Je voulais savoir, dans les coques alternatives, dans les designs alternatifs, est-ce qu'il y a des spéciales baroudeurs, des claviers pliants, parce que j'ai essayé le clavier mou, c'est pas terrible, mais moi j'ai absolument besoin du pavé numérique et ça tient pas dans le sac à dos. En termes de clavier pliant, tu veux dire les deux parties qui se referment l'une sur l'autre ou L'objectif c'est que ça tienne dans mon sac à dos. Le clavier pliant, bon. Ça existe pour les téléphones portables, des claviers pliants avec une partie au milieu et une Hmm. partie vers le fond. J'en ai croisé quelques-uns. T'as un challenge technique en plus qui est tout ce qui est l'aspect mécanique et charnière et comment ça vit dans le temps. J'ai beaucoup croisé par contre sur quand tu veux l'emporter, ça va être des claviers qui vont être low profile. Donc on a vu les switches beaucoup plus fins, les touches pareil sont aplaties et on se retrouve avec deux demi-claviers qu'on colle l'un à l'autre généralement qui sont magnétiques et qui se mettent ensemble. Euh, J'en ai trouvé ouais, pour qui la question de la mobilité était important, l'ergonomie et la mobilité étaient importants. Mais vraiment qui se replie avec une charnière mécanique, j'en ai pas vu
tant que ça comme projet. Euh, Ça le protège pendant le voyage. Ouais. Bon, en fait, ce que font généralement les gens, c'est que soit ils fabriquent une coque et ils l'enferment. Et ils sont sur des claviers vraiment très fins, donc ce qui fait que c'est facile à transporter. Soit généralement, ils sont magnétiques et donc les deux parties vont se coller l'une à l'autre et se protègent en étant fermées sans avoir besoin du coup d'un emballage et d'un moyen de transport, quoi. Euh, Ça se fait assez bien, mais vraiment l'aspect charnière, j'en ai vu sur l'aspect commercial, donc des kits qui sont comme ça. Après, des créations from scratch custom, j'en ai pas vu tant que ça. Euh, eh ben, très bien. Merci pour votre question, merci pour votre temps.